Ouf, salut, Jagger Pips. Bon, d'accord, je n'ai pas pu mettre en ligne de vidéos longues et thématiques depuis un moment, mais ça va. J'ai une bonne excuse. D'accord, je ne suis pas paresseux. Bon, la raison, c'est que je suis en train de déménager en ce moment. Oui, je quitte enfin mon quartier pourri où j'ai été cambriolé il y a 2 ans. Tous les bijoux de ma mère ont été volés. Ça, c'était la goutte d'eau. J'essaie de vendre cette maison depuis une éternité. C'est devenu fou, le marché immobilier. Je dois remplir tous ces cartons avec mes affaires. Ça prend une éternité et c'est chiant. En plus, il faut remplir des papiers avec des termes immobiliers incompréhensibles. Bref, donc avec tout ça, comme je suis assez occupé avec tout ce qui se passe, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des recherches approfondies et écrire un script vraiment complet et un plan détaillé pour une vidéo sur un sujet pour vous. Donc cette vidéo va être un peu différente. Sur Geography Now, on couvre 2 sujets. D'accord, on parle de géographie et de voyage, ça va plutôt de pair. Je voyage beaucoup sur cette chaîne pour le contenu géographique. J'aime aller dans les endroits dont je parle et vous les montrer dans mes vidéos. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner des images exclusives et des informations sur certains des extraits que vous avez peut-être vus dans des épisodes précédents, mais sans aucun contexte. J'ai seulement montré un extrait de moi dans un endroit, sans aucune explication. En fait, la raison, c'est que avant de commencer Geography Now, j'avais déjà pas mal voyagé avant de lancer la chaîne, et j'ai encore des images de ces voyages. Et dans cet épisode, je vais parler un peu librement et vous raconter la première fois où j'ai mis les pieds sur chaque continent de la planète, sauf l'Antarctique. Je n'y suis jamais allé et je n'inclus pas l'Amérique du Nord car j'y suis né. Donc, c'est parti. Salut tout le monde, je suis votre animateur Barbs. Et bien sûr, vous savez que je ne peux pas commencer ces vidéos sans faire la promotion des produits dérivés, comme la tasse Geography Now, le t-shirt Geography Now que je porte, que vous pouvez tous trouver sur geographynow.com. On a plein de trucs, on a des sweats à capuche, des sacs à cordon, des mugs, tout ça. Prenez les produits dérivés, faites-en ce que vous voulez, buvez dans les tasses ou buvez dans les t-shirts. Je ne sais pas, transformez le t-shirt en tasse et buvez dedans. Ça m'est égal. Une fois que vous l'avez acheté, c'est à vous, plus à moi. Comme je dis toujours, ce n'est pas se vendre si c'est ta marque. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais avant Geography Now, je voulais être animateur d'émissions de voyage, d'où la création de Geography Now. Mais pour vraiment me préparer à ça, j'ai dû faire des recherches. Le problème, c'est qu'au début, YouTube n'avait pas vraiment de chaîne de géographie, donc c'est comme ça que je m'y suis mis. Je me suis dit, bon, je serai le premier. Et me voilà aujourd'hui, 11 ans plus tard, en train de me faire cambrioler. Mais bref, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Bon, attention spoiler, vous allez voir des photos et des vidéos très gênantes et un peu embarrassantes de moi que je n'ai pas envie de partager, mais tant pis. Allons-y. Commençons donc par le début. Bon, tout d'abord, je suis américain, je suis né ici, aux États-Unis. Je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais pour les nouveaux, vous ignorez qui je suis. Qui est ce type qui parle de géographie? Salut, je suis américain. Je suis né ici, aux États-Unis, mais j'ai une ascendance coréenne. Je suis à moitié coréen, d'accord? Et pendant une grande partie de mon enfance, j'ai été entouré de Coréens, de la culture coréenne et de gens qui parlaient coréen. J'ai grandi dans une église coréenne, blablabla, tout ça. Donc, il est logique que le tout premier pays que j'ai visité en dehors des États-Unis soit la Corée du Sud. C'est de là que viennent mes origines. Pour résumer, j'ai grandi dans une église coréenne et je suis chrétien. Je n'en parle pas souvent ici car c'est une chaîne de géographie. Ce n'est pas une chaîne sur moi ou une chaîne chrétienne. D'ailleurs, je suis un chrétien plutôt négligent. Je ne prétends absolument pas être un modèle de sainteté ou un membre du clergé ordonné ou quoi que ce soit. Je veux juste dire que je sais où se trouvent mes convictions. Bref, ça c'est tout l'aspect chrétien dans ma vie. C'est un tout autre sujet. Mais bon, je m'égare. Quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont envoyé à une retraite d'église en Corée. Beaucoup d'entre vous, quand vous pensez à la Corée du Sud, vous pensez sûrement à la K-pop, au gratte-ciel étincelant, à la technologie, au barbecue coréen, au drama coréen et tout ça. Mais voilà le truc. Vous ne comprenez pas. Il y a une époque où rien de tout ça n'existait. D'accord ? La Corée n'a vraiment commencé à devenir populaire dans le monde qu'à la fin des années 2000, début des années 2010. Avant ça, la Corée avait encore du chemin à faire. D'accord ? Et j'étais là à l'époque où la Corée avait besoin de travailler sur elle-même. C'était la première fois que j'y allais et je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué? Bon, je vais devoir vous montrer. Voilà, voici la première photo embarrassante. Voilà, c'est moi, j'ai 10 ans. C'était la première fois que j'étais en Corée. Un petit gamin un peu rondouillard qui n'a aucune idée de ce qui se passe et qui est forcé d'aller dans ce pays où il parle à peine la langue. Donc cette retraite d'église avait genre 50 personnes et je suis le dernier tout au bout de la photo. C'était le chaos total. Il n'y avait aucune organisation, aucune structure.
Mes parents ne sont même pas venus avec moi. C'était moi et ma sœur et ils nous ont juste confiés à l'autorité de personnes au hasard, des adultes de l'église. Et voilà, c'est moi, le plus petit sur la photo. On m'a juste jeté dans ce groupe d'adultes que je ne connais même pas. Et c'est eux qui sont responsables de moi. Me revoilà dans une pagode coréenne. Je ne me souviens même pas d'eux. Je crois que ce gars en chemise blanche s'appelait Jason. Après la retraite, j'ai rencontré pour la première fois mon oncle, le frère de ma mère, qui m'a emmené au palais Gyeongbokgung à Séoul. Je n'avais jamais vu cela auparavant. Donc, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours été un peu immergé dans ma culture coréenne, même si je ne la parlais pas très bien. Ça a toujours été là et j'ai toujours un peu compris. Je me souviens qu'ils nous ont fait camper à Yongdong-Sulbat, les champs de pins de Yongdong. Franchement, c'était très craignos. Je me souviens qu'ils nous faisaient nous laver dans la rivière et nous brosser les dents avec l'eau de la rivière. Les toilettes, c'était juste un grand trou dans le sol avec 2 planches en bois posées dessus et il fallait s'accroupir. Voilà, c'était ça les toilettes. Et puis, chaque nuit, les moustiques te bouffaient. C'était ma première expérience avec la Corée. Chaleur, humidité, toilette, trou dans le sol et me laver dans la rivière. J'étais là durant les années difficiles, mec. J'avais 10 ans et je devais gérer tout ça. Peu après mon départ, la Corée et son économie ont commencé à exploser. Et puis, tu sais, ils ont tout construit, K-pop, K-drama, Squid Game, toutes ces conneries. Au final, c'était une vraie leçon de vie à un jeune âge. Être exposé à tout ça et comprendre d'où venaient mes parents. J'ai dû le faire enfant, sans eux. Tu sais, donc ça, c'était le tout premier pays que j'ai jamais visité de ma vie en dehors des États-Unis. C'était la Corée, mon premier pays en Asie, car cela faisait partie de mon héritage. Je pense que c'est là que j'ai vraiment commencé à ressentir l'envie de voyager, tu sais, à 10 ans. Après cette expérience, à 10 ans, je retournais en Corée chaque année ou tous les 2 ans pour le même programme de l'église. Pendant longtemps, la Corée était le seul pays où j'étais allé hors des États-Unis. Ce n'est que de nombreuses années plus tard, quand j'ai quitté la maison de mes parents, que j'ai commencé, tu sais, à vivre de façon un peu plus aventureuse et que j'ai eu envie de sortir et de découvrir plus de choses par moi-même. Mais ensuite, je me suis dit, tu sais quoi? Je dois quitter le continent nord-américain. Alors, quel est le premier endroit où je vais? L'Afrique. Et je voulais spécifiquement aller en Tanzanie. Après toutes mes recherches, je me suis dit, la Tanzanie, c'est l'endroit parfait. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Mais le problème, c'est que je n'avais aucun contact. Je ne connaissais personne en Tanzanie. Je ne savais rien. Je ne savais pas quoi. Je savais juste que je voulais y aller. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé que le plus sûr, c'était de m'inscrire auprès d'une organisation de bénévolat pour qu'ils puissent fournir le logement, tout ça, et le transport. Comme ça, je n'aurais pas à m'en soucier. Je me suis inscrit auprès d'une organisation de bénévolat œuvrant dans un orphelinat à Kimundo. C'est juste au pied du mont Meru, et la majorité des habitants là-bas sont le peuple Meru. Ils parlent la langue Meru et tout ça. Je me souviens avoir pris KLM pour y aller, et c'est là que j'ai réalisé que j'aimais vraiment cette compagnie. C'est sans doute l'une de mes préférées. Les Hollandais savent vraiment voler. J'arrive en avion, j'atterris, puis je vais à l'orphelinat. Avant d'aborder le sujet principal, j'ai une confession à faire. Je déteste l'admettre, mais c'est la vérité. Je dois être honnête. Il y a eu une période dans ma vie, au début de la vingtaine, où j'ai un peu fait tout ce truc de volontariat. Où comme les Occidentaux, ils vont dans un pays en développement. Ils construisent un orphelinat où enseignent l'anglais aux enfants 2 semaines, mais ne sont même pas vraiment utiles. C'est juste une occasion pour eux de flatter leur ego, de prendre des selfies avec les enfants et de se donner l'impression d'être de bonnes personnes. J'avoue, il y a eu une période de ma vie où j'étais un peu comme ça. C'est tellement gênant et je me dis juste « Oh mon Dieu, vraiment ?» Genre « Oh, vraiment, je ne suis vraiment pas un défenseur du volontourisme. » Genre, si tu vas quelque part, sois vraiment utile, utilise tes ressources et tout ça. Un peu comme ce que j'ai fait en République centrafricaine. Je leur ai acheté des poules pour qu'ils aient une source de nourriture renouvelable. Genre, ne fais pas juste ça. Ouais, mais j'étais jeune et mais je dirais quand même, tu vois. Malgré le fait que je faisais un peu du volontourisme. Franchement, c'était vraiment incroyable pour moi. Aller en Afrique, genre, j'ai vu des arbres parapluies pour la première fois et les savanes. Et au loin, tu pouvais voir le Kilimandjaro, dont le sommet était couvert par les nuages. Et c'était la première fois que je voyais l'Afrique. Et quand tu respires l'air de la savane, tu as l'impression qu'une force vitale entre dans tes poumons et les fruits. Oh là là, j'ai mangé une banane et c'était comme de l'électricité. Elle avait presque un goût un peu acide, comme des bonbons. Oui, je sais que je fais un peu de volontourisme, mais ressentir vraiment ce continent, c'était tellement vivifiant pour moi. Je l'admets, c'était vraiment génial. J'ai adoré. Quand tu rencontres des Tanzaniens, par exemple, s'il y avait un groupe d'Africains, tu pourrais toujours reconnaître les Tanzaniens. Ce sont ceux qui sont calmes et confiants. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont pas besoin de flatter leur ego parce qu'ils savent déjà qui ils sont et quelle est leur valeur.
Ils savent déjà qu'ils sont formidables et incroyables. Quoi qu'il arrive, ils n'ont rien à prouver, ils sont complètement à l'opposé des Nigérians. Désolé les Nigérians, mais j'ai un peu raison quand même. Vous, les gars, vous êtes toujours bruyants et vous avez besoin qu'on flatte votre ego. Les Tanzaniens, non, ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont juste là, en mode « Écoute, on s'en fiche, on est déjà au top. On a le Kilimandjaro, on a le Serengeti. Ici, on a tellement d'atouts que tout le monde en vit et tout le monde vient ici pour aller sur la côte et voir Zanzibar. On a tout ce qu'il y a de beau. Vous aimeriez être à notre place, mais peu importe. Faites ce que vous voulez. » Voici la Tanzanie. En cas d'apocalypse zombie, tu voudras un Tanzanien dans ton équipe. C'était mon premier pays en Afrique. Après mon retour de Tanzanie, c'était officiel. J'avais attrapé le virus du voyage. Il fallait choisir un autre continent. Mais lequel? Je me suis dit que ce serait probablement facile d'aller en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce que c'est tout près. C'est juste à côté, enfin pas si près que ça, mais c'est juste au sud de l'Amérique du Nord. Donc c'est plus facile que les autres continents. Donc je voulais choisir un endroit un peu plus obscur et hors des sentiers battus. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était la Bolivie. La Bolivie, si tu regardes bien, la Bolivie, avant tout, possède pratiquement toutes les écorégions possibles d'Amérique du Sud. Ils ont l'aride désert d'Atacama. Ils ont les forêts tropicales amazoniennes. Tu sais, ils ont les hautes montagnes des Andes. Donc je me suis dit, cet endroit est magique. Il y a tout. Et tout le monde va juste au Brésil ou, sans vouloir offenser le Brésil, mais regardez la Bolivie. Vous n'avez pas les montagnes des Andes. Je me suis demandé pourquoi la Bolivie n'était pas une destination à la mode. Puis j'ai compris que c'était lié à la politique. Pourtant, la Bolivie m'a vraiment impressionné. Alors je l'ai choisi et j'ai pris l'avion pour La Paz. Et je vais être honnête, dès que je suis arrivé là-bas, je pouvais à peine respirer. La Paz est à une altitude tellement élevée, je soufflais et j'étais essoufflé rien qu'en faisant 10 pas dans la rue. J'ai vraiment dû m'y habituer. C'est fou. Et puis les habitants m'ont dit « Oh, si c'est un problème, mâche simplement quelques feuilles de coca. Ça aidera contre le mal d'altitude. » Ce n'était même pas que j'étais malade, je n'arrivais juste pas à respirer. Environ 2 jours ont suffi pour m'y habituer. Mais oui, la Bolivie, j'ai tout fait. Marché de Las Brujas, marché des sorcières. Je suis allé voir les colitas catcheuses. Je devais faire ça pour mes recherches. J'étais là, waouh, c'est vraiment cool. Et à l'époque, les gens prenaient encore le... Comment ça s'appelle? La Cale del Muerte, la route de la mort. À l'époque, il n'y avait pas l'autoroute principale qui descendait vers la région des Pampas. Tout le monde devait emprunter cette route hasardeuse, large de 3 mètres, à peine suffisante pour une voiture, mais pourtant à 2 voies, sans rambarde et bordée de milliers de mètres de vide. Le danger de mort était réel. J'ai pris un bus à 2 étages jusqu'à la forêt amazonienne, frôlant la mort 8 fois. J'étais assis à côté d'une grand-mère avec qui j'ai eu une excellente conversation. Elle était très gentille et je l'ai beaucoup appréciée. Je me souviens qu'à cette époque, il y a longtemps, le taux de change était tellement avantageux entre le dollar et le boliviano que j'ai pu m'offrir un circuit de 3 jours, un séjour en écolodge au cœur de l'Amazonie pour environ 55 si. Tout était inclus, nourriture, logement pour 55. À l'époque, c'était fou. J'ai fait ce type de visite de groupe en pleine jungle sans savoir ce que c'était. Et je me souviens que j'ai été mis dans un groupe de Français. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai toujours été un peu francophile. Je parle français, mais moins bien que d'autres langues comme le coréen ou l'espagnol. Donc en fait, j'étais plutôt content de ça. Je me suis dit, peut-être que je pourrais parler un peu français avec ces gens-là. C'est là que j'ai compris que j'étais mauvais en français et que, vu leur vitesse, il vaudrait mieux parler un mélange d'espagnol, de français et d'anglais. C'était la première fois que je voyais des capybaras et des tas de crocodiles, ces oiseaux à l'air idiot qui tombent et qui ne savent pas vraiment voler correctement. Chaque matin, des singes hurleurs nous réveillaient sans jamais se taire. Ces singes vervets grimpèrent sur toi et mangèrent de la nourriture posée sur tes épaules. Comme une pomme sur mon épaule. Ensuite, j'ai pris un bus à travers le désert d'Atacama pour rejoindre le Chili, mon 2e pays en Amérique du Sud. J'ai ainsi découvert le désert, les Andes et l'Amazonie. C'était l'expérience la plus incroyable de ma vie. Je suis heureux que la Bolivie ait été mon premier pays d'Amérique du Sud. Après, je me suis demandé, et maintenant? Bon, eh bien, j'ai été en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Essayons l'Europe. Le truc, c'est que je n'avais pas vraiment de destination précise ou d'endroit sur lequel j'étais vraiment concentré. C'était juste que je ne pensais pas vraiment à l'Europe. Jusqu'à ce que... Voilà le truc. J'ai toujours été un peu passionné par les langues. Vous savez, parce que ça va de pair avec ce que je fais, la géographie et les voyages. Les gens parlent des langues partout dans le monde. Inévitablement, on tombe sur des questions de langue, d'accord? Et une langue qui me fascinait particulièrement, c'était le groenlandais.
Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pratiquement aucune ressource pour la langue groenlandaise. YouTube proposait déjà quelques vidéos sur le groenlandais, où on l'entendait, mais il n'existait pas vraiment de ressources pour l'apprendre. J'ai cherché partout et le mieux que j'ai pu trouver, c'était un clip musical sur YouTube d'un groupe appelé Nanook. Et ça a été mon premier contact avec la langue groenlandaise. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un clip musical super bien produit. Mais c'est où le Groenland et quelle est cette langue? Donc, je voulais trouver quelqu'un qui parlait la langue groenlandaise. Mais le problème, c'est qu'ils sont incroyablement difficiles à trouver. Il n'y en a pratiquement aucun aux États-Unis. Et en réalité, les seuls endroits où l'on peut trouver des Groenlandais, c'est généralement le Groenland ou le Danemark, parce qu'ils relèvent de la souveraineté du royaume danois. Je me suis dit que, le Groenland étant trop cher, la meilleure option était d'aller au Danemark et d'espérer y rencontrer un Groenlandais. Par défaut, le Danemark a été le premier pays européen que j'ai visité, non pas par intérêt pour le pays, mais pour rencontrer un locuteur groenlandais. Mais il y a un rebondissement à cela. En fait, j'ai vraiment fini par tomber amoureux du Danemark. Parce que voilà, je ne savais rien du Danemark avant. Dans ma tête, le Danemark était juste un pays. Il existait. Je n'avais vraiment rien de bon ou de mauvais à en penser. C'était juste un moyen d'arriver à mes fins, car j'avais besoin de trouver une personne groenlandaise. Après avoir pris le train vers le centre-ville de Copenhague et marché dans la ville, j'ai été impressionné par ses rues pittoresques. C'est difficile à expliquer, mais c'est du pur rig. Ce mot danois désigne quelque chose de confortable, comme être devant une cheminée avec un chocolat chaud. C'est le Danemark. C'est comme quand tu y vas, tu te sens bien, heureux, à l'aise. Mais il y a autre chose. Les Danois sont assez ouverts et amusants comparativement. Dans toute la région nordique, les gens sont généralement plutôt calmes et réservés. Mais les Danois, eux, ils sont en fait un peu plus audacieux socialement que les habitants des autres pays nordiques. Et ils sont juste tellement plus amusants. Les Danois sont bien plus amusants que les autres. Désolé la Norvège, la Suède et les autres. Eux organisent un spectacle et font la fête, contrairement aux Suédois, Norvégiens et Finlandais. Soyons honnêtes, vous avez tous cette expression neutre, un peu éteinte. Le Danemark garde une place spéciale dans mon cœur. Il y a quelque chose avec ce pays en Europe. J'étais aussi là-bas quand ils faisaient leur exercice d'alerte avec les sirènes. Christine, explique ce qui se passe maintenant. Le Danemark teste les sirènes d'alerte en cas de guerre. Les Allemands arrivent. Et puis, c'est drôle, pendant que j'étais là, le groupe Nanook jouait. J'ai rencontré ce groupe découvert par hasard sur YouTube et trouvé des locuteurs groenlandais. J'ai vraiment profité de ce pays européen, c'était l'expérience parfaite. Tout ce qui devait arriver est arrivé. Voilà comment je me souviens du Danemark. L'endroit où tout s'est bien passé. Je ne sais pas. C'est juste que j'ai toujours aimé les Danois et les Finnois aussi. Je sais qu'ils sont aussi un peu fermés et silencieux. Mais ils ont le droit de l'être parce qu'ils ont vécu et vu beaucoup de choses et ils ne veulent pas en parler. Donc je comprends. Vous avez le droit d'être comme ça. Bref, donc finalement, après, tu sais, toute l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe, oh, qu'est-ce qu'il restait? L'Océanie. Donc à cette époque, tu sais, j'avais déjà commencé Geography Now et tu sais, je commençais à développer ma chaîne et ma marque et tout ça, mais je n'étais toujours pas allé dans le Pacifique Sud. Et pendant que je faisais Geography Now, j'ai rencontré un gars qui s'appelait Jared. Il venait de Nouvelle-Zélande et c'était un de mes abonnés. Il m'a envoyé un email. Il m'a dit « Hey, j'aime ton émission, mais j'ai remarqué que tu pourrais probablement avoir besoin d'aide pour les animations graphiques, non ? Moi, je fais des animations graphiques. Tu veux que je t'aide pour certaines d'entre elles? Je peux faire une animation pour toi si tu veux. » Et j'ai répondu oui parce que je ne pense pas que vous compreniez. Dans l'émission Geography Now, ces animations graphiques prennent une éternité à réaliser. J'ai dû faire toutes les animations graphiques moi-même pour les 5 premiers épisodes environ. Jared est arrivé et il m'a aidé avec les animations. Et puis j'ai fini par travailler avec lui. Je lui ai dit « Mec, je vais vraiment te payer. Parce que je n'aime pas faire des animations. Je ne suis pas un expert. Je faisais de l'animation par image clé et déplacer des objets. Ce qui prend un temps fou. Je déteste ça. Je préférerais présenter une émission plutôt que faire des animations. » Jared, c'était le tout premier animateur que j'ai rencontré dans l'émission. Et il m'aidait. J'étais tellement content de l'avoir. Et ça m'a donné une super opportunité d'aller sur le continent suivant, l'Océanie. Donc je suis allé en Nouvelle-Zélande parce que dans les premières années de Geography Now, j'ai fait ce projet parallèle qui s'appelait Geography Go, où je voyageais. Et dans ce projet, j'allais couvrir 5 pays. Le Japon, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie. Et j'allais terminer en Nouvelle-Zélande. J'allais retrouver Jared dans son pays d'origine. Voilà comment ça s'est passé. Je voulais faire à la fois l'île du Nord et l'île du Sud. Mais voilà le problème. Jared allait m'accompagner pendant toute l'aventure. Et Jared n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Il n'avait même jamais quitté l'île du Nord.
Il est né et a grandi sur l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Donc c'était fou, c'était plutôt cool. J'emmenais Jared avec moi dans cette aventure. J'ai enfin rencontré le gars qui m'aidait avec les animations et je l'ai emmené vivre une aventure dans son pays. C'était cool. La Nouvelle-Zélande m'a vraiment époustouflé. D'abord, je me rappelle que les nuages bougent très vite en Nouvelle-Zélande. Si tu regardes le ciel, il file à une vitesse incroyable. Jamais vu des nuages bouger aussi vite. Le temps en Nouvelle-Zélande est tellement venteux et imprévisible. Nous sommes allés, j'ai oublié quelle plage c'était, mais c'était du sable volcanique noir magnétique, tu pouvais le ramasser avec un aimant. C'était dingue. Sur l'île du Nord, on a tout fait. Nous sommes allés aux grottes de Waitomo, les grottes au verre luisant. Nous avons fait Rotorua, le village maori à Rotorua, qui a aussi une activité géothermique, et ils cuisinent leur nourriture dans le hanji. Tu les vois faire les spectacles de haka maori, et c'est vraiment génial. Et puis nous avons pris l'avion pour l'île du Sud, et là, c'était vraiment à couper le souffle. Mon Dieu. Nous avons conduit jusqu'au col où l'on voit les oiseaux kia. Les oiseaux kia. Ils n'ont pas peur des humains. Ils picorent tes affaires et tentent de voler tes objets brillants. On a commencé à Christchurch et on voyait encore des dégâts des tremblements de terre. Globalement, c'était une très bonne expérience. Les kiwis, je sais que vous avez parfois des sentiments mitigés à propos de votre pays selon la situation géopolitique, notamment concernant l'investissement étranger dans l'immobilier, votre gouvernement, etc. Peu importe. Bref, je sais qu'il y a tout un ensemble de réalités en arrière-plan que je n'aborde pas, mais je dis juste que d'après ma courte et mémorable expérience en Nouvelle-Zélande, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Voilà. Cela étant dit, c'était la première fois que je mettais les pieds sur tous les continents, sauf l'Amérique du Nord et l'Antarctique. Si des entreprises veulent me sponsoriser pour l'Antarctique, je suis prêt à partir immédiatement. En attendant, pour cette vidéo, j'aimerais jouer le millénial aîné et partager quelques histoires personnelles. Je suis sans doute plus âgé que 85% de mon public. Mon principal public a entre 18 et 24 ans, enfin je veux dire mes pères, parce que c'est clairement la tranche d'âge à laquelle j'appartiens. Je ne suis pas si vieux que ça.